Bonjour à tous, je suis Léo Barnier, je suis journaliste à la Tribune. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette 9e édition du Paris Air Forum, ici à la Maison de la Mutualité. Aujourd'hui, nous avons une table consacrée au fret aérien et pendant 1 heure, nous allons recevoir 3 invités. La croissance aujourd'hui du fret aérien connaît un dynamisme exceptionnel avec de plus en plus de nouveaux acteurs, mais on est en droit de se poser, de savoir si aujourd'hui ce dynamisme est durable ou assistons à la formation d'une bulle. C'est ce qu'on a en droit de se poser après des années difficiles. Pour répondre à ces questions aujourd'hui, nous recevons Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de Géodis, filiale de transport et de logistique de la SNCF. Bonjour. Jean-François Dominiac, PDG de ASL Airlines France, compagnie qui est à la fois consacrée au fret et au transport de passagers et connue il y a quelques années encore sous le nom d'Europe Air Post. Et enfin Bob Leng, vice-président responsable de l'analyse commerciale et des prévisions de marché d'Airbus, le monsieur Market Forecast de l'avionneur européen. Donc aujourd'hui, le transport de marchandises par les airs connaît une dynamique impressionnante, rapide, souple. Il bénéficie de l'essor du e-commerce et qui s'est largement accéléré pendant la crise sanitaire. Prix élevé, nouveaux acteurs, nouvelles commandes, nouveaux avions, tout semble réussir au fret aérien. Mais, comme je le disais tout à l'heure, assistons à un mouvement structurel, durable ou à la formation du bulle. Nous allons tenter d'y répondre avec nos intervenants. Pour commencer, Monsieur Leng, connaît-on aujourd'hui une période de croissance inédite pour le fret aérien? Comment expliquer ce phénomène où le poids du e-commerce semble de plus en plus important? Merci. Je pense que oui, on peut dire quelque chose comme une croissance inédite, mais surtout, je pense, une croissance atypique aussi. On était confronté par une situation qu'on n'a jamais connue. Il ne faut pas oublier, juste pour poser des bases, que historiquement, 1% du volume du fret dans le monde utilise l'aérien, mais par valeur, c'est plutôt 30%. Également, sur le fret aérien, il y a la moitié du fret aérien par temps stable qui est transporté dans les soutes des avions passagers et l'autre moitié par des aéronefs dédiés au fret. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Covid et tout d'un coup, presque l'ensemble de la capacité dans les soutes des gros porteurs était enlevée du marché presque du jour au lendemain. En même temps, il y a eu une énorme croissance de la demande formelle qui était drivée par le besoin d'amener des matériels de première nécessité, surtout médicales, qui venaient de Chine. On avait une conjoncture qui était une pénurie de l'offre. Qu'est-ce qui s'est passé? Logiquement, les prix ont augmenté. Tout le monde qui pouvait trouver de la capacité du fret pour mettre sur ce marché et adresser cette demande l'a fait. Donc on a vu quelque chose d'inédit comme des avions de fret, des vieux avions de fret qui avaient été stockés pendant 5 à 10 ans, qui étaient réactivés dans certains cas. En même temps, on a vu un marché de la conversion des avions qui était stimulé d'abord par toutes les plateformes d'avions existants où les capacités de conversion en avions de fret existaient. Donc, un énorme engouement vers ces avions-là. Et également des programmes de conversion qui arrivaient sur la scène à ce moment-là, comme les conversions d'Airbus, qui ont également connu beaucoup de demandes. Et nous avons cette combinaison de volumes qui essaient de s'adapter, des prix qui ont monté très fortement et également une demande pour les véhicules derrière. La question ensuite, c'est combien de temps ça dure. Avec la guerre en Russie-Ukraine, on commence à voir une situation macroéconomique qui nous laisse présager qu'il y a un petit tournant
Et donc, je pense qu'il vaut que je laisse la parole aux autres. Effectivement, nous reviendrons sur cette question un peu plus tard. Jean-François Dominiac, est-ce que vous, vu de l'intérieur, est-ce que vous avez vu l'activité se transformer ? De se transformer, oui, totalement. Mais déjà, quand on parle de dynamisme retrouvé, moi, je pense plutôt qu'on est dans un système où l'évolution du marché structurellement a bougé et que le Covid a été un facteur déclencheur sur ce marché de façon irrésistible. Les habitudes du consommateur ont changé. Il préfère commander depuis chez lui, avoir un catalogue de biens le plus gigantesque possible, les meilleurs prix, et surtout être livré très vite et à domicile. Donc partant de là, l'avion il est vraiment imbattable. Alors j'ai surtout tendance à penser que la pandémie a plutôt accéléré ce nouveau marché, et donc tout à fait favorable à notre évolution de notre marché lui-même. Moi, je suis effectivement que transporteur, hein, contrairement à Christine qui est ici, qui connaît mieux le marché, mais en tant que transporteur, ce que j'ai pu voir depuis des années que je suis dans ce métier, c'est que tout d'abord, avant la pandémie, le long courrier il était plutôt moribond finalement, puisqu'il y a une grosse concurrence, etc. Les prix étaient mauvais, et on s'est aperçu que du fait de la pandémie, il fallait pouvoir garantir des livraisons, pouvoir aller vers l'Asie, et finalement, ce vecteur de transport, il devient indispensable. Donc ce qui était moribond juste avant la pandémie, maintenant, de mon avis, et va devenir vraiment structurellement très important, ne serait-ce que pour diversifier l'offre de transport pour nos amis les chargeurs et les consommateurs. Sur le court moyen courrier également, il y a une chose qui est intéressante quand on débutait dans ce métier-là dans les années 80-90, à l'époque aussi de jet service, de TNT, etc. Nos avions en court moyen courrier faisaient à peu près 600 heures de vol par an. C'est une aberration puisque un vol des avions passagers de même type font de l'ordre de 3500-4000 heures. Puis on s'est aperçu. Alors, ouais. Ensuite, on a vu qu'avec le développement du fret express sur l'Europe, de 600 heures, on est passé à 1500 heures. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, nous avons, certains de nos avions qui volent, alors pour les grands expressistes, que ce soit Amazon, FedEx, UPS, DHL, j'en passe, c'est des meilleurs, qui font jusqu'à 4000 heures de vol. C'est-à-dire que le marché lui-même, il a changé. On n'est plus simplement dans l'overnight, on n'est plus dans la nécessité de récupérer des biens qui ont été fabriqués dans la journée pour les relivrer le lendemain matin. On est sur une échelle européenne maintenant, avec des entrepôts qui sont disséminés un petit peu partout et qui font que nos avions, ils volent beaucoup. Ce faisant, en volant beaucoup, le prix au kilo, il chute et donc la spirale est positive. Donc oui, le marché a énormément s'est énormément transformé, et notamment à l'occasion du Covid. Très bien. Marie-Christine Lombard, quand on pense Géodis, SNCF, on ne pense pas forcément aérien. Pourtant, vous avez décidé l'an dernier d'intégrer un premier avion. Vous n'êtes pas les seuls. Pourquoi cette décision stratégique ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, puisqu'on ne pense pas aérien au niveau de Géodis, donc je vais devoir dire un mot de Géodis parce que c'est indispensable de comprendre ça. En fait, on fait 11 milliards de chiffre d'affaires et on suit nos clients là où ils vont. On gère leur logistique mondiale. À partir du moment où il y a une globalisation qui existe depuis les années 90, où à peu près tous les produits que nous consommons sont faits en Chine, je raccourcis très rapidement parce que sinon on pourrait se noyer dans le détail. Il faut bien, en effet, rapatrier ces produits finis ou semi-finis pour qu'ils aillent vers les marchés de consommation. Donc, on va designer ce qu'on appelle, nous, la chaîne logistique pour nos clients. Et à l'intérieur de cette chaîne logistique, eh bien, forcément, en fonction des distances, il va y avoir du routier en terrestre, en Chine, logiquement. Ensuite, au départ de Chine, si les produits sont à faible valeur ajoutée, ils vont rester 7 semaines dans un container maritime et arriver à un port dont on espère que c'est le port qui a été promis au départ, ou bien si ce sont des produits à forte valeur ajoutée, ils vont prendre l'aérien parce qu'il faut aller très vite pour aller livrer un iPhone
évidemment, que les gens ont commandé sur Internet ou le livrer dans les magasins d'Apple. Il peut y avoir du rail, effectivement, le rail est une composante importante. Donc vous voyez qu'en fait, notre métier est par design multimodal. Important de le comprendre. Rail, route, rail, maritime, aérien, reroute et dernier kilomètre. Donc on utilise tous les moyens possibles pour faire en sorte que cette chaîne logistique soit la plus vertueuse d'un point de vue écologique. J'y reviendrai parce que je pense que ça c'est un facteur inflationniste sur les coûts du transport d'une manière générale et pas seulement aérien. Et ensuite, à l'intérieur de cette chaîne logistique complexe, comme on le voit, parce que ça passe des frontières, ça va être stocké quelque part là où c'est le plus pertinent pour ensuite, en effet, distribuer au consommateur final. Alors, l'aérien, chez Geodis, sur les 11 milliards, c'est quand même 20% de notre chiffre d'affaires. Et effectivement, nous n'avions pas d'avion en propre, si j'ose dire. On achète de la capacité sur les vols passagers. Vous le disiez tout à fait très bien, le fret passait dans les soutes des avions passagers en grande partie, sur des fretteurs aussi, bien sûr, des avions cargo, où là, nous affrétons un avion cargo, où nous prenons un charter, prenons de l'espace dans un avion cargo, où nous charterisons carrément l'avion. La crise a eu, en effet, un aspect très, révélateur du besoin aérien, parce qu'il y avait une urgence, il fallait livrer des masques, il fallait livrer des médicaments, il fallait livrer des respirateurs dans les hôpitaux. Et là, il n'y avait pas d'autre solution. Et Geodis, ayant été l'opérateur qui a apporté tous les masques en France, je peux vous le dire, nous avons fait 650 charters pour alimenter la France en masques. Nous avions même, alors évidemment on travaillait pour le gouvernement, mais pas que, des grandes entreprises multinationales nous ont demandé d'acheminer des masques pour leurs salariés. Et après on s'était fait presque, j'allais dire, un nom dans ce métier. C'était pas au départ évidemment pensé, mais il fallait bien faire quelque chose. Beaucoup de pays nous ont demandé de le faire pour leurs propres citoyens. Bon, ceci étant, ce qu'on a fait avec les masques, on le fait avec plein de produits en fait. Les masques ont été révélateurs de « Ah, cette chaîne logistique est très compliquée, elle a besoin d'aérien pour assurer effectivement les délais de livraison que les consommateurs ont demandé. Quand on commande sur Internet et qu'on veut de la livraison le lendemain, eh bien, si ce produit est fait loin de la zone de chalandise, eh bien, il y aura probablement une composante aérienne. Donc, il y a un facteur, je dirais, structurel, inflationniste dans les coûts de l'aérien, puisque quand il n'y a plus d'avions passagers, vous n'avez plus de soutes, il faut trouver des fretteurs, et les fretteurs, forcément, c'est logique, vont faire payer le juste prix. L'offre et la demande va se réguler par la hausse des prix. Et ça, c'est ce qu'on a connu. Je parle sous le contrôle de mes deux partenaires. On a connu ça donc dès mars 2020. Ça s'est poursuivi toute l'année 2020. Ça a continué en 2021 parce que tout ce qui n'avait pas été produit à cause du Covid, subitement, il y a eu une poussée de livraison sur le do-it-yourself, enfin toute cette demande qui subitement a été quadruplée dans certains cas, il a fallu la livrer et l'aérien est un mode tout à fait intéressant en effet. Surtout que c'est dans tous les journaux, le maritime a multiplié par 20 ses prix et il y avait énormément de dysfonctionnements aussi dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, delivery on time, évidemment, du maritime. Donc, beaucoup d'entreprises ont pris de l'aérien, certes plus cher, mais plus fiable et plus rapide, bien évidemment, pour coller avec leurs commandes. Alors, c'est vrai que c'est un phénomène assez exceptionnel. Après, on voit, alors ça se tasse à un moment donné, puis ça reprend parce que la Chine se ferme. Et évidemment, là, à nouveau, il va y avoir une poussée de produits vers l'Occident. Et
forcément, embouteillage dans les ports, embouteillage dans les aéroports. Donc, quelque part, nous sommes dans une situation, je dirais, assez similaire, avec quelques différences, bien sûr, à 2020. Le phénomène nouveau, en effet, c'est la guerre Ukraine-Russie, qui fait monter les prix de l'énergie globalement, encore que le carburant avait déjà augmenté bien avant la guerre. Et cela est un facteur très inflationniste sur les coûts de l'aérien, bien sûr. Plus la pression écologique. Donc on a quand même des éléments très structurels, de mon point de vue. Si l'économie ne s'effondre pas, donc là je suis dans un scénario ongoing concern, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est-à-dire il n'y a pas de récession violente en septembre 2022, qui se poursuivrait encore pendant 2023-2024. Si c'est le cas, là, c'est un autre scénario. Mais si on arrive encore à des niveaux de consommation, on va dire, importants, on aura, je pense, ce phénomène de prix élevés et de recours à l'aérien pour assurer la livraison des commandes. Très bien. On reviendra un tout petit peu sur la prévision de marché un tout petit peu après, mais je voulais aussi avoir l'avis d'un acteur historique du fret aérien, donc ASL, Europair Post avant. Comment vous avez vu l'arrivée de ces nouveaux acteurs issus de la logistique avec une maîtrise complète des chaînes dans l'aérien avec leurs propres outils de transport aérien? Tout d'abord, je dirais, paradoxalement, c'est peut-être pas une nouveauté. Si vous repoussez dans le passé, je me souviens qu'à l'époque, il y avait le groupe Farner, c'était le groupe André Darrière, qui était qui faisait du shipping. Hein, donc c'était dans les années 80 qui avait déjà investi dans de l'Airbus Cargo. Merckx a toujours eu, avec sa compagnie Star, a donné dans l'aviation. Nous-mêmes, ASL, qui étions Europair Post jusqu'en 2008, appartenant à la Poste, eh bien c'est la compagnie maritime belge qui nous a rachetés à l'époque. Donc tous les transporteurs, et aujourd'hui on voit CMA, CGM notamment, qui se met sur ce marché-là. Donc tous ces transporteurs maritimes ont toujours été ou tentés, alors certains diraient, parce que c'était une danseuse, ça fait bien d'avoir de l'aérien chez soi, ça peut-être été certainement vrai à un certain moment, mais je pense plutôt que l'ensemble maintenant des transporteurs a bien compris qu'on ne peut pas laisser reposer tous ces flux sur un seul type un seul mode de transport. Une pandémie, le transport aérien passager s'arrête, les soutes qui représentent 50% du fret s'effondrent. Un bateau qui dérive en travers du canal de Suez, alors là vous avez tout le maritime qui est coincé pendant des mois et des mois. Une absence de conteneurs maritimes, c'est exactement la même chose. Donc j'ai l'impression quand même que maintenant tout ceci est très finalement globalisé. Je vois également que la différence, la segmentation classique entre express, long haul, messagerie aujourd'hui n'existe plus parce que les clients de vous, chargeurs, ont besoin de solutions globales. Ils n'ont pas envie de s'embêter non plus à prendre un tel ou un tel ou un tel. Quand on peut amener une solution globale, c'est quand même nettement meilleur. Donc il y a une forte demande là-dessus. Et je pense également, juste pour finir ce petit propos, qu'il va y avoir également un mode de transport dont on parle peu, mais qui va fonctionner, c'est tout bêtement le train. Hein, quand on voit que DHL fait maintenant du train entre la Chine et l'Europe, alors, problème qui se posera à ce moment-là, ce sera plutôt un problème géopolitique, problème de frontières. Mais si quand on y réfléchit, un mode de transport comme le train, s'il peut être efficace, si l'infrastructure est résistante, ça va développer, donner des prix qui vont être plus que compétitifs. Et je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors, sur un plan écologique, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est pas plus ou moins vertueux que le train, que l'avion, ça vous connaissez ma théorie. Mais mis à part ça, en termes de mode de transport, je pense qu'il sera redoutable. Et sur des longues distances, de la Chine jusqu'en Europe, on met quoi par le train? 5 jours? 6 jours? C'est-à-dire que ça en va plus vite qu'en bateau.
Ouais, 15 jours encore actuellement. Bon. Donc on est à peu près dans le scope de ce que l'on a sur le maritime, peut-être un petit peu plus rapide. Et on va d'un point A à un point B direct, et avec des facilités après peut-être plus aisées, et en tout cas bien moins chères que le transport aérien. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut certainement investir. J'aurais de l'argent aujourd'hui, beaucoup d'argent, j'investirais dans le train, en plus de l'aérien. Marie-Christine Lombard, vous nous avez dit votre confiance dans l'avenir du marché de l'aérien sur les prix, sur les volumes, à condition qu'on n'entre pas dans une nouvelle crise économique. Mais est-ce qu'on peut aussi s'attendre à une évolution des flux logistiques au vu de la crise internationale? On parle de l'Ukraine. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les flux logistiques pour éviter la Russie ou peut-être réduire la prépondérance aussi de la Chine dans les flux logistiques avec peut-être un manque de blocs qui ressurgit du passé? Alors ça, c'est certain. Il est clair que, enfin, en tout cas, je parle vis-à-vis de ce que j'entends de nos clients. On est conseil d'ailleurs en logistique auprès de nos grands clients multinationales. Je crois que la première crise Covid en Chine en 2020 a été vécue comme c'est terrible, ça arrive à tout le monde. Ok, on va faire le gros dos, on va continuer avec nos installations. On a vu quand même le risque des supply chains être au cœur du débat de pour nos clients, au point que leur conseil d'administration leur demande la résilience de leur supply chain en leur demandant « expliquez-nous où vous produisez, comment vous sélectionnez les fournisseurs, comment vous acheminez les produits finis, etc. » Donc il y a vraiment une prise de conscience que la logistique est stratégique. Ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que souvent, c'est le transporteur routier avec l'ouvrier ou l'ouvrière dans l'entrepôt, poussiéreux, enfin l'image un peu d'Épinal. Subitement, les gens ont compris que la logistique était un métier stratégique, extrêmement digitalisé, avec des moyens très importants, coûteux, et que c'était essentiel pour fluidifier l'économie mondiale, nationale, régionale. Bon, ça c'est un premier point. Maintenant, ces mêmes conseils d'administration leur demandent justement de baisser la dépendance qu'ils ont dans la production de leurs produits à certains pays. Ça, c'est très clair. Donc, on entend beaucoup de discours de relocalisation, de nearshoring, c'est-à-dire refaire des choses près des marchés de consommation pour diminuer la dépendance à certaines géographies. Premier point, donc risk management. Deuxième sujet, c'est écologique, évidemment, parce que si vous allez produire plus près des marchés de consommation, forcément, votre chaîne logistique va être plus écologique. Vous allez passer, alors, par du rail peut-être, par du routier, c'est certain, et comme de toute façon, la route va se décarboner, parce que c'est l'objectif de tous les transporteurs routiers, qui, pendant longtemps, n'avaient pas les constructeurs qui allaient bien, donc c'est sûr qu'ils ne trouvaient pas les camions qui permettaient la décarbonation. Maintenant, ça y est, vous avez des constructeurs qui ont compris qu'il fallait aller là-dedans, et donc ça va se faire. Donc certainement, cette relocalisation va sans doute baisser des flux intercontinentaux au profit de flux régionaux. Mais, et je m'arrêterai là, n'exagérons rien, parce que si on prend des grandes sociétés du high-tech qui font tout en Chine, qui ont des bases installées impressionnantes là-bas, d'ailleurs un certain nombre de matières premières, les fameux semi-conducteurs aussi, qui sont produits à Taïwan, comme vous le savez. Donc il n'y a pas seulement une dépendance d'usines de fabrication basées en Chine, il y a aussi des matières premières qui sont de ce pays. Donc la moindre dépendance à la Chine et à l'Asie en général n'est pas aussi simple que ça. Et certains experts nous disent ça prendra 10 ans, peut-être. Donc oui, il y aura des phénomènes de relocalisation qui bougeront sans doute les équilibres, mais pas dans l'immédiat, je pense.
Très bien. Peut-être. Donc nous avons vu un peu les perspectives à court moyen terme. Peut-être essayer de se projeter dans un peu plus de long terme avec vous, Monsieur Leng, de voir si malgré ces variations aujourd'hui, c'est donc un dynamisme actuel, quelques craintes sur le futur, mais quand même de la confiance, les impératifs de transformation ou d'évolution de ces chaînes logistiques. Est-ce que quand même on peut s'attendre à un marché dynamique sur le long terme, à des perspectives de croissance ? Oui, je pense que quand on regarde un horizon de 20 ans, il faut essayer de se projeter au-delà des fluctuations en court moyen terme, notamment et surtout si on regarde l'historique du fret aérien, il a toujours été un petit peu volatile par rapport à d'autres secteurs et également typiquement un signe avant-coureur de l'état de l'économie globale et avant-coureur des évolutions du marché passager. Cette parenthèse mise de côté, nous voyons quand même dans les changements structurels une croissance dans le segment de l'express poussée par l'e-commerce qui serait plus élevée que la croissance du fret général qui est typiquement plus dense. Et pour vous donner un ordre de grandeur, nous estimons la croissance de l'express à peu près une fois et demi le taux de croissance annualisé du marché du fret général. Ceci donne des opportunités du côté des avions parce que notre métier à Airbus, c'est quand même les avions. Donc, on essaie de savoir non seulement quelle est la croissance du fret aérien, mais comment ça se compose entre des catégories d'avions à capacité différente et entre des avions neufs et des conversions d'avions passagers. Donc, premièrement, nous voyons un marché sur 20 ans de presque 2500 appareils, conversion et avions neufs. C'est un marché qui est à 60% pour le remplacement des avions existants. Et le fait que l'âge moyen des fretteurs aujourd'hui, et surtout après Covid, a plutôt eu tendance à rallonger provisoirement, il y a ces avions-là qui sont à remplacer. C'est le premier pied dans notre effort de carboniser l'industrie. C'est d'avoir des avions qui consomment le moins possible. Ensuite, par catégorie de charge, il y a à peu près 1000 avions dans la catégorie des moins de 40 tonnes. Donc 10 tonnes à 40 tonnes, on ne regarde pas tellement au-dessous de 10 tonnes. 40 tonnes à 80 tonnes, c'est à peu près 900 avions et à peu près 600 avions de plus de 80 tonnes. Donc, comme Jean-François a indiqué tout à l'heure, il y a eu d'énormes évolutions dans l'utilisation des avions de fret. Et c'est ça qui pilote la décision d'une compagnie aérienne d'investir dans un avion neuf plutôt que dans un avion conversion. Si l'exemple tout à l'heure, si vous faites 600 avions par an, 600 heures par an, c'est très difficile de justifier le coût d'un avion neuf. En revanche, dans les gros porteurs, plus de 80 tonnes, c'est là où on voit des utilisations très élevées. Et ça, c'est un marché où 80%, nous pensons, va aller vers des avions neufs. Dans la catégorie intermédiaire, c'est plutôt 50-50. Et dans les petits porteurs, c'est à vue d'œil, c'est plutôt un marché pour avions à conversion, sauf si les opérateurs mettent davantage d'importance sur la régularité et la fiabilité des avions, le just-in-time. Et dans ce cas-là, on ne sait jamais, ça peut créer une opportunité pour un avion neuf. D'accord. Et justement, vous me parlez d'avions neufs.
aujourd'hui, sur le moyen courrier, on est essentiellement sur la conversion, mais avec les impératifs écologiques, ça ne peut pas motiver Airbus et les opérateurs à investir dans des avions neufs, dans le lancement d'un avion moyen courrier neuf? Ouais, merci Léo, parce que je pense que c'est important de comprendre la démarche que nous avons fait l'année dernière, où nous avons lancé en 4e trimestre l'A350 Freighter. Il y a une combinaison de 3 phénomènes qu'on a pris en compte. Le premier, c'était justement l'environnement. Parce qu'avec les dernières règles de l'OACI, il y a un cut-off des avions de fret de série en production fin 2027. Et aujourd'hui, il n'y a aucun avion neuf qui est livré des usines aujourd'hui qui est compatible avec ces niveaux d'émissions après 2027. Donc, nous avions une plateforme qui pouvait faire cela. Ensuite, il y a un aspect concurrence. Ceux qui connaissent l'histoire d'Airbus savent que notre croissance dépend largement d'avoir été, j'espère, à l'écoute de nos clients et de pouvoir offrir des choix pour nos clients dans un marché où on était minoritaire. Dans le marché des avions de fret de série, c'était un monopole jusqu'à présent. Donc nous avons été sollicités depuis un bon nombre d'années déjà par nos clients de venir sur ces marchés. Et dernièrement, avec l'A350, on avait une plateforme avec des caractéristiques qui correspondaient à ce segment gros porteur long courrier. Jusqu'à présent, les plateformes Airbus étaient plutôt adaptées aux densités du fret express. Et pour la première fois, avec l'A350, nous avons une plateforme qui est capable de toutes les densités des plus gros porteurs. Côté poids, il transporte 3 tonnes de plus d'un 777 Freighter. Côté volume, il transporte autant qu'un 747 et qui est adapté également au phénomène que nous avons observé d'une légère décroissance dans les densités des fret. Donc ces 3 éléments ensemble nous ont encouragé à introduire la 350 Freighter qui a plutôt fait un bon départ côté intérêt sur le marché. D'accord. Monsieur Dominiac, ASL Airlines France exploite essentiellement des 737. Comme on le disait, le moyen courrier est aujourd'hui plutôt dévolu aux avions de conversion. Comment vous voyez ce phénomène et peut-être est-ce que vous avez une demande pour un avion neuf sur le moyen courrier ou vous pensez qu'aujourd'hui le marché est bien servi avec ces avions de conversion? Alors on est ASL Airlines France, oui effectivement, en 737, 300, 400, 700 et 800. ASL Airlines, la holdings elle-même, juste pour vous donner quand même quelques chiffres, c'est quand même un groupe qui n'est pas très connu, c'est un petit peu plus de 130 avions dans le monde, et sur ces 130, à peu près 100, 110 freighteurs. Et on a comme freighter de la TR42 72, du 737 300, 400, 800, du 757, de l'A330, du 747 et bientôt du 777. Et nous regardons le 321 freighter. Donc on a une palette totale d'avions freighters. Et votre question de savoir pourquoi aujourd'hui finalement y aurait-il une demande sur de l'avion neuf, déjà la réponse déjà fournie. Un avion neuf ça coûte très cher. Et pour que ce soit rentable, il faut que ça vole beaucoup. Alors on commence, comme je disais tout à l'heure, à avoir des avions qui volent beaucoup. On remplace petit à petit nos avions. Et en termes d'avions, effectivement, les seuls moments où on a pu voir des avions neufs construits sortant de chaîne, c'est soit le 737-700 qui avait été fait pour la marine américaine, mais rien de plus. Et puis sinon, il fallait être un peu fou comme la Poste en 91 pour acheter des 737-300 neufs sortant de chaîne, leur faire 2 heures de vol jusqu'à Wichita et couper une porte cargo pour les transformer en avions quick change. Mais bon, mis à part des opérateurs de ce type-là, je n'en connais pas beaucoup. Pourquoi donc? Parce que c'est effectivement un problème de prix. C'est aussi le fait qu'il y a beaucoup d'avions, finalement, les Neo, A320 Neo ou C137 MAX arrivent sur le marché. C'est idéal pour l'activité passager. Donc il y a des avions qui peuvent encore voler 10 ou 15 ans
tranquillement, parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'un avion est vieux qu'il n'est pas fiable, bien au contraire, bien au contraire. Donc c'est une bonne performance, et c'est pas parce qu'il est vieux qu'il est polluant. Et sur ce point, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Moi, quand je commençais dans le métier dans les années 80, on exploitait du 737-200, équipé de moteurs Pratt JT8D9, qui n'étaient même pas usquités. Bon. En l'espace de 30 ans, on a réduit les consommations de façon fantastique. Le bruit, on a dû le diminuer par 5. Donc, sur un plan environnemental, on a réussi la copie, on continue de le faire. Et comme j'aime souvent à le dire, ce n'est pas par philanthropie, c'est simplement parce que le carburant, ça coûte cher, et parce que le bruit, eh bien, ça ennuie les consommateurs chez qui on va livrer nos colis. Donc si on veut continuer à faire notre business, on est obligé d'être vertueux. Pour ça aussi que très souvent, vous m'avez déjà entendu parler ou faire quelques communiqués de presse via notamment le SCARA, dignement représenté ici aujourd'hui, sur le fait que nous sommes vertueux, nous n'avons pas besoin de taxes supplémentaires environnementales pour nous forcer à faire notre travail. Donc dans le domaine du fret, on ne peut qu'être vertueux. Nos avions sont encore de bons avions. Nous, au niveau par exemple d'ASL, on montre l'exemple. On vient de retirer le dernier 737-300 e-cargo. Et maintenant, on utilise les 737-800, donc la génération suivante, convertie notamment avec Boeing, puisque maintenant Boeing se met lui-même à proposer des conversions en propre, et non seulement en Chine, mais maintenant aussi à Gatwick, donc avec une certaine relocalisation et en Italie. Donc ce phénomène, oui, est important. Avoir tout de suite besoin d'un avion brand new, sortant de chaîne, 737 ou Airbus, j'y crois pas. On a suffisamment de choses déjà à faire avec les avions existants, et ils sont en plus, encore une fois, vertueux sur un plan écologique. J'en profite pour vous poser une question. Donc, on parle de conversion d'avions neufs, de commandes. Il y a aujourd'hui, a priori, un engouement, un attrait pour avoir des avions, quel que soit le moyen, hein, donc avion neuf ou conversion. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, à vouloir absolument coller à la demande aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surcapacité d'ici quelques années? Je ne crois pas. Enfin, il y a toujours financièrement, il y a toujours un risque. Quand vous êtes investisseur, vous êtes investisseur. Bon. Et vous connaissez bien la célèbre maxime qui dit que dans l'aérien, pour devenir millionnaire, il faut commencer par être milliardaire. Oui. Bon, tout ça, c'est parce que c'est un métier qui est difficile. Voilà. Hautement capitalistique, donc à risque. Néanmoins, je pense qu'on a pu vous montrer tous les trois ici qu'on croyait qu'il y avait un avenir certain. Alors, soit à court moyen terme, mais c'est un court moyen terme de 10-15 ans. On a de quoi faire les choses ici là. Et au-delà, ma conviction, c'est que ça restera résistant, parce que le transport aérien, c'est nécessaire, parce que les peuples ont besoin de faire voyager des biens. Les gens ont besoin de voyager. Partant de là, s'il y a des soutes, il y a du fret. Et le recroquevillement, la relocalisation n'est pas forcément non plus, en termes d'équilibre géopolitique, quelque chose de souhaitable. Donc on comprendra aussi à un moment que même s'il ne faut pas faire de la délocalisation, il faut avoir un équilibre de telle façon que les pays qui sont en voie de développement, je pense beaucoup à l'Afrique, la Mauritanie, le Burkina Faso par exemple, ont besoin de ressources aériennes pour pouvoir remonter des légumes, pour pouvoir développer l'économie sur place. Donc on assistera un jour ou un autre à un équilibre qui fatalement fait que ce sera résilient. Peut-être sur cette question de la surcapacité, est-ce que peut-être que M. Leng ou Mme Lombard veulent réagir? Mme Lombard, peut-être que vous nous annoncez l'achat de 3 avions dans les prochains mois. Non, mais moi, ce que je vous ai dit, en fait, c'est on est multimodal, donc forcément, l'aérien aura toujours une place dans notre service, ça c'est très clair. Maintenant, en effet, parce qu'il y a des opérateurs qui ont disparu, là, 20% des flux Chine-Europe étaient assurés par des opérateurs russes. Donc les sanctions font qu'il va falloir trouver d'autres opérateurs pour assurer nos transports aériens. Donc c'est pour ça qu'on a pris notre propre avion. On a commencé par un A330 qu'on a fait reconvertir, d'ailleurs, un avion passager reconverti en fret.
et que probablement, je le disais à mes équipes, une fois que vous en avez pris un, vous allez en prendre 2, 3, 4. Après, il ne faut pas aller trop loin non plus, parce que l'aérien, c'est compliqué, c'est un métier extrêmement technique. On n'a pas du tout envie d'avoir une compagnie aérienne dans l'entreprise, en tout cas pas pour le moment. Et notre avion, on le fait opérer par une compagnie aérienne. Donc, quelque part, je ne peux que dire la même chose, c'est-à-dire qu'en effet, la surcapacité, je ne la vois pas immédiatement, c'est clair. Je vois plutôt actuellement une recherche d'avions à convertir en fret, sachant qu'en plus, il y a des délais incontournables pour le faire. Et quant à l'aérien, je me suis déjà exprimée. Je pense que c'est une composante quasi incontournable, parce que tout ne va pas être rapatrié près des marchés de consommation. Ou alors on est dans un autre scénario dont on ne veut pas discuter évidemment ici, qui veut dire que la Chine se ferme et qu'il y a une guerre mondiale. Évidemment, là c'est autre chose. Mais si on part d'une logique de ongoing concern pour l'économie mondiale, il y aura toujours ces flux. À la marge, il y aura des ajustements. Et la composante aérienne, fret, va devenir, à mon sens, très, très importante. Et monsieur Lange ? Oui, je voudrais rebondir un petit peu juste pour alimenter le petit débat, parce que avec Jean-François, on a pris peut-être les bouts opposés du problématique. Donc, si on part de l'enjeu environnemental, où tant que nous sommes plus sensibilisés sur nos grammes de CO2 par passager, également les transporteurs, les chargeurs, les clients sont plus sensibles aux grammes de CO2 par kilo ou par tonne de fret transporté. Encore sur le côté gros porteur, si à l'horizon 2025, parce qu'il ne sera pas là avant, vous prenez un A350F, selon l'avion que vous remplacez, si vous remplacez un bimoteur toujours en production aujourd'hui, ce qui ne serait pas le cas, c'est trop jeune, vous allez économiser 20% de CO2 par tonne. Si vous remplacez un trimoteur, vous allez réduire 30% de vos CO2 par tonne. Et si vous remplacez un quadrimoteur, c'est plutôt 40%. Donc ce sont vraiment des enjeux significatifs, mais ceci se reproduit sur toutes les différentes catégories. Et l'exemple du remplacement du 737-200 ou 300 par un 800, ça illustre exactement le même phénomène. Or, pour les catégories au-dessous du long courrier, actuellement, il y a un besoin évident de conversion. Airbus y est présent dans ce segment par notre filiale EFW en partenariat avec ST Aerospace, où nous avons des conversions de la famille A321, A320, A330. Tout comme les avions Boeing, la plupart des créneaux de conversion sont réservés d'ici 2025. Donc, les gens qui convertissent se posent la même question de la demande de renouvellement. Donc, c'est un phénomène général, et avec les évidences du marché aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, Jean-François, sur la possibilité d'entrée d'avions neufs sur le créneau intermédiaire, mais je suis un petit peu plus réservé sur les opportunités ou pas, parce que ce que nous savons, c'est que les dernières plateformes qui sont de catégorie intermédiaire, par exemple, offriront également cette opportunité d'un step change. Donc tout dépend de l'adéquation entre le prix et la valeur, notamment du footprint environnemental. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas, par exemple, Boeing sortir un 737 MAX cargo, Airbus sortir un A320 ou 321 Neo cargo. Parce que le prix, il est tellement gigantesque, l'écart de prix par rapport à du 800 ou du 321 classique, que là, il n'y a pas photo. Par contre, du 350 freighter, vous avez tout à fait raison, parce que les concurrents, c'est du 777,
C'est un produit qui est différent. Le 350, il va plus loin, il consomme moins, etc. Là, le facteur carburant, il est énorme. Nous, en court, moyen courrier, carburant, c'est important, mais c'est simplement que 25% des coûts. C'est pas 40, 50 ou 60% du coût d'un long courrier. Donc, toute la différence est là. Donc, sur le court, moyen courrier, je vois pas sauf quand ils seront vieux, les Max et les Néo, pour le moment d'avions neufs convertis en cargo. Merci pour ce dialogue. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle? Quelqu'un a envie de se lancer? Je vous en prie. Un micro va arriver. Bonjour et merci pour vos interventions pleines de matière et surtout sans langue de bois. Alors, je voulais vous poser une question, Madame Lombard. Pourquoi avoir pris un avion, avoir acheté un avion s'il est exploité par une compagnie aérienne? Pourquoi ne pas avoir continué l'outsourcing habituel et faire jouer la concurrence? Il faut des pilotes, en fait. Donc, si vous avez votre avion... Ça fait c'est une très très grosse différence, vous allez comprendre. En fait, quand vous êtes... quand on dit acheter, on l'a leasé long terme, hein, mais nous contrôlons l'avion. En fait, ça veut dire que nous sommes libres de le faire partir de l'aéroport de notre choix et nous sommes libres de le faire atterrir sur l'aéroport de notre choix. En fait, on est libre du routing. Quand vous dépendez d'une compagnie aérienne, je ne veux pas donner de nom, mais ils vont vous emmener là où ils vont atterrir. Si c'est une compagnie aérienne passager, par exemple, elle ne va pas dérouter le fret sur l'aéroport de votre choix. Elle va vous emmener à Roissy, ou à Schiphol, ou à Francfort, ou je ne sais où. C'est pour ça, ça nous donne une grande flexibilité et on peut le bouger là où est le fret, en fait. Donc c'est très agile. On contrôle vraiment le routing. Vous voyez? D'autres questions dans la salle, au fond? Bonjour, Charles-Henri de Vignac de CMA-CGM Air Cargo. Vous avez évoqué des frontières qui s'estompaient entre les expressistes et les transporteurs aériens plus classiques. Qu'est-ce que vous entendez par ça concrètement et comment vous le voyez aujourd'hui? Ce que je voyais, c'est qu'il y a encore quelques années, la messagerie se faisait surtout en Europe par camion. Et puis, il y avait les messagers d'un côté, il y avait les expressistes, essentiellement c'était TNT, FedEx, où on faisait que du petit colis, etc. Et voire même FedEx, au départ, ne faisait que du document, même en international. Et puis finalement, on s'est aperçu que pour pouvoir rentabiliser l'aérien, plus l'avion est gros, moins il coûte cher au kilo. Et dans ces cas-là, on ramasse tout. On ramasse tout, on ramasse de la messagerie, on ramasse de l'express, et on met tout ça dans un but qui est de rentabiliser l'outil aérien qui est très cher, effectivement. Et du coup, ça peut amener à réfléchir, à se dire finalement, même si j'ai des volumes qui pourraient prendre du camion qui fait de la messagerie classique, finalement, j'ai l'avion qui est là, donc je le mets à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est après de la messagerie? Qu'est-ce que c'est que de l'express? Il me semble que la frontière devient très très ténue et que finalement, au bout du compte même, le consommateur final, à une époque, on lui faisait payer de la rapidité. Ça allait même à des aberrations au tout départ où les expressistes freinaient leur fret parce que le client n'avait pas payé la surprime, voilà, et donc on freinait de façon à ne pas mélanger les choses. Et tout ça, ça ne fonctionne pas au bout d'un moment. Ce qui est important, c'est un réseau. Comme le dit Christine Lombard, ce qui est important aussi, c'est la maîtrise du réseau. C'est pour ça que je suis très content que vous ne mettiez pas en l'air votre propre compagnie aérienne et que vous puissiez nous demander à nous, transporteurs aériens, de faire le boulot pour vous. Mais vous avez tout à fait raison. Ce qui est fondamental, c'est le réseau. Alors, nos amis de CMA-CGM là-bas, ils ont fait un autre choix parce qu'ils veulent se lancer dans l'aérien, très bien, et ils découvriront justement cette difficulté. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a mélange maintenant. On ne peut plus dire, moi je suis simplement long haul, je suis simplement du charter. Tout est mélangé en termes de produits.
Une dernière question? C'est bon. Peut-être une dernière, mais ça va être très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute 30. Mais plus centré sur la France, aujourd'hui, les services du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires mènent actuellement une enquête sur la place des aéroports français dans le cargo. On voit qu'on n'a pas de grands aéroports cargo aujourd'hui spécifiques comme Liège en Belgique ou au Luxembourg. Est-ce qu'aujourd'hui on a un retard et est-ce qu'on peut envisager d'avoir un grand aéroport cargo dédié en France? On l'a, l'aéroport. C'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est un aéroport de fret qui est immense. Après, on a, quand on parle d'autres aéroports, bien on a des aéroports comme Marseille et Nice qui se développent un petit peu, puis on pense tout de suite à Vatry-Châteauroux. Bon, Vatry-Châteauroux, ça peut fonctionner pour du fret sensible, pour du fret très particulier. Nous, on fait pas mal de vols, notamment pour l'élevage français, que ce soit les poussins d'un jour ou les alevins de dorade, qui sont quand même une très très grande réussite française en termes d'exportation. Eh bien, ça a besoin d'avions. Donc là, pour le coup, il faut être juste à côté. Sinon, l'aéroport, on l'a, c'est Roissy. Simplement, ce qui est gênant à Roissy, c'est la fermeture ou la limitation du nombre de créneaux de nuit, notamment, et la congestion qui en résulte. Mais on l'a, l'aéroport. Très bien. Je vous remercie. Il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants, remercier la salle et les gens qui nous ont suivis en direct. Merci.